Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. On va s'intéresser aujourd'hui à l'Afrique, un continent d'entrepreneurs. L'Afrique, terre d'entreprise, un continent qui regroupe de plus en plus d'entrepreneurs. Amine, bonjour. Bonjour. On va évoquer avec vous, bien sûr, tout ce potentiel africain, mais j'aime bien demander le pitch à mes invités de ce qu'ils font pour commencer. Afrobytes, en quelques mots, quel est votre métier? Alors, Afrobytes, notre métier, c'est de connecter les écosystèmes d'innovation africains aux autres écosystèmes, et en particulier européens. Bon, on va revenir sur toute la mécanique, tout le dispositif que vous avez construit depuis quelques années et les perspectives de développement. Mais en effet, on s'arrête aussi un peu sur l'actualité. Tous les jours ou presque, il y a des informations qui nous parviennent du continent africain sur cette dynamique, ce potentiel de croissance et cet esprit d'entreprise. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu plus votre attention que d'autres ces derniers mois? Oui, évidemment, il y a eu des grosses levées de fonds, il y a des valorisations, on commence à avoir des licornes, beaucoup plus qu'autrefois. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est la rapidité à laquelle les choses se font. Évidemment, on part de très très loin. Quand on a commencé Afrobytes il y a 5-6 ans, quand vous aviez une levée à 1 million de dollars en Afrique, c'était « Waouh, génial, 1 million, fantastique !» Aujourd'hui, en dessous de 5 millions, vous n'avez même pas un article de presse. Vous avez OPEC qui vient de faire une levée de fonds qui est valorisée à 2 milliards. Vous avez des entreprises nigérianes, beaucoup sur la fintech. En fintech, ça lève énormément. Et donc, on est passé de quelques millions à des valorisations très, très importantes. Et est-ce que vous diriez que le continent africain fait exactement du capital risque et du financement d'entreprises et développe ces entreprises comme le font d'autres continents, que ce soit les États-Unis, l'Europe, ou est-ce qu'il y a un modèle africain qui est en train d'émerger? Je pense qu'il y a un modèle africain qui émerge. C'est très, très, très différent. Vous allez avoir quand même une école américaine, typiquement au Nigeria. Vous avez Y Combinator qui est très présent, 500 Startups, donc qui ramène à toute cette façon de penser. Vous avez énormément d'entreprises du Nigeria qui sont domiciliées aux États-Unis. Donc vous avez déjà il y a un vrai pont. Il y a un vrai pont, beaucoup sur la fintech. Mais maintenant, ce qui est assez intéressant, parce qu'il y a un manque de financement, on n'a pas forcément des business angels, c'est pas structuré, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je dirais que le propre de l'entrepreneur africain dans l'innovation, c'est l'attraction, c'est day one, c'est jour 1. Le cash burn, vous en parlez pas, vous n'allez pas voir, on va dire, un investisseur africain qui a de l'argent, qui a du choix pour faire de l'immobilier et de la rentabilité, pour lui dire « je vais brûler ton cash pendant 10 ans ». Donc ça veut dire qu'il faut que ça marche très vite. Il faut que ça marche très vite. Dès le départ. Ouais. Et donc vous soulignez cette différence entre Afrique anglophone, Afrique francophone, vous la voyez sur... Oui, on la voit très nettement sur les levées de fonds aujourd'hui. Ceux qui caracolent en tête, vous allez avoir le Nigeria, l'Égypte, qui arrive très 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 fort, l'Afrique du Sud qui est toujours présente, le Kenya dans une certaine mesure, et le Ghana. Après, les francophones se trouvent quand même loin derrière, sauf que récemment, on a une start-up qui travaille en Afrique de l'Ouest, je précise, qui vient de faire une valo aussi à 1 milliard, c'est Wave. En gros, fintech, même chose. Bon, je précise qu'ils travaillent là-bas parce que les fondateurs sont quand même américains. Alors, il y a une grosse diaspora américaine, j'ai l'impression, qui revient aussi sur le continent. Oui et non. C'est bizarre. Ouais. En fait, vous allez avoir beaucoup de fondateurs qui ne sont pas forcément d'origine africaine, du tout d'ailleurs, qui ont choisi l'Afrique pour se développer. C'est beaucoup le cas en fintech. Typiquement, les deux cofondateurs de Wave, c'est les anciens de Sunwave, ils ne sont pas du tout africains, pas d'origine africaine ou de descendance ou d'ascendance, quel que soit le mot, africaine. C'est simplement, ils se sont dit non, mais là, il y a un marché. Il y a un marché, point. Il faut que j'y investisse parce que je vais avoir déjà de la souplesse en termes de régulation. Donc, je peux faire un peu plus de choses qu'ailleurs. Et puis avec une croissance qui est extrêmement forte. Bon, on va regarder un peu plus en détail pourquoi ce
ce marché africain attire autant les entrepreneurs? Qu'est-ce qui attire en particulier en Afrique? C'est son potentiel de consommateur? C'est parce qu'on part d'un peu plus d'une page blanche et qu'il y a beaucoup de choses à créer? Quels sont les moteurs? Quand vous êtes... Bon, enfin, moi, ma vision de l'entrepreneuriat, on y reviendra peut-être après. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça se rapproche de mon côté beaucoup de la création, le créatif. Le créatif au sens où vous avez des choses et vous essayez de les assembler ensemble pour faire en sorte que ça plaise à des consommateurs qui vont l'acheter. Comme une pub, en gros. Donc en Afrique, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un champ d'innovation qui est extrêmement forte. On a parlé pendant des années du leapfrogging africain. C'est-à-dire alors le leapfrog, c'est le saut de grenouille qui permet de passer d'une technologie ancienne à une nouvelle technologie sans forcément passer par les technologies intermédiaires. Exactement. Et les exemples sont légion en Afrique. Vous avez tellement d'opportunités, c'est juste, il faut savoir en choisir une. Le meilleur exemple, c'était le téléphone mobile. En effet, on n'a pas tiré des fils et des lignes classiques. Tout le monde s'est équipé d'un téléphone mobile. Exactement. Le téléphone mobile, évidemment, qui a amené la mobile money. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, en matière de Bitcoin, le deuxième ou premier marché au monde, c'est le Nigeria. Qui l'eût cru? Donc les cryptos, les technologies. Et c'est pour ça que la première couche, c'est la fintech souvent, parce que c'est le nerf de la guerre, ça permet de créer la structure d'échange monétaire. Exactement. Et après, on va construire d'autres startups par-dessus. Un exemple que je reprends à chaque fois, je compare. Je dis, voilà, regardez la révolution verte en Asie. Bon, ils l'ont fait avec des tracteurs. Les Africains, ils le font avec la traçabilité, avec de la fintech, avec des smartphones, avec la possibilité d'avoir accès à des données sur l'élevage, avec des drones. En termes de révolution, on ne va pas dire verte, mais révolution, je ne sais pas, grise ou whatever, sur le digital, on est sur autre chose. Le potentiel est énorme. Vous vous rendez souvent sur place, j'imagine? Malheureusement, c'est cette année et demie qui vient de passer un peu moins, malheureusement, mais sinon oui. Et ça va vite? À chaque fois que vous y retournez, vous dites tiens, ça change à grande vitesse? Ça change très très vite. Et là, ça n'a rien à voir avec les vieux pays comme l'Europe, où tout est un peu plus lent et compliqué? Alors, vous avez des difficultés en Afrique aussi. On a 54 pays, tout n'est pas ISO. Il y a des pays qui marchent extrêmement bien, dont on ne parle pas. Il n'y a pas de guerre, il n'y a absolument rien. Vous prenez le Botswana, ça marche hyper bien. Il y a des pays plus compliqués, où on va avoir des niveaux de corruption qui vont parfois être très compliqués à gérer pour les affaires. Donc c'est très hétérogène. Mais je dirais qu'on a une force de la démographie. On a une population jeune, et quoi qu'on en dise, ça crée autre chose. Ça crée une dynamique, une énergie différente. Oui. On va dire que, bon, on n'y est pas encore, mais peut-être que dans 20 ans, nous, on se projettera un peu moins dans le futur. Un jeune de 20 ans, il se projette dans le futur. Et je parlais de diaspora, est-ce que vous voyez aussi des Européens, alors peut-être pas d'ailleurs de la diaspora, mais des Européens qui font de l'Afrique justement ce terrain de jeu pour entreprendre et qui se disent tiens, il y a une belle opportunité. Et en tant qu'Européen, j'ai envie de m'installer directement dans ces pays. Nous, on a beaucoup travaillé on discute beaucoup avec eux avec le MEDEF. D'ailleurs, les 3 premières éditions de Afrobat ont eu lieu au MEDEF. À l'époque, c'était Pierre Gattaz qui était donc. Il s'est pris de passion pour le continent africain. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de nez. Le vice-président actuel, Fabrice Le Sachet, qui a une entreprise, il est venu ici, il était dans votre fauteuil il n'y a pas longtemps. Et voilà. Lui, il a avec Aera Group en Afrique, évidemment, ça a bien marché. Il y croit beaucoup. Il a lancé il n'y a pas longtemps à la REF la francophonie. Beaucoup de succès. C'était le premier événement où je revenais il y a quelques semaines. Donc oui, des entrepreneurs, là, Alberton School,
que vous connaissez peut-être. Non. C'est un Français qui a monté ça à la Silicon Valley, Albertson School. En gros, le modèle, je vous le fais assez rapidement. Aux États-Unis, les études, ça coûte extrêmement cher. Donc, on vous donne des diplômes, vous ne payez pas votre scolarité, vous nous paierez après quand vous avez un emploi. C'est un nouveau modèle. Hein. Plutôt malin. Ouais. Et ça marche très très bien. Et bien lui, aujourd'hui, les émergents, c'est une priorité. Et dans les émergents, l'Afrique, évidemment. Bon, ben justement, ça fait une transition avec Afrobytes. On va s'intéresser à votre entreprise, Amine. Afrobytes, c'est 3 métiers, hein, si j'ai bien suivi. Le premier, c'est l'événementiel. C'est exact. L'événementiel qu'on a commencé la première conférence en 2016. Ensuite, on est monté en gamme, donc 3 années au MEDEF, d'abord pour vraiment signifier qu'on n'est pas dans la philanthropie. Enfin, j'ai rien contre le côté ONG, etc. C'est très bien, mais nous, on s'occupe de la partie business. C'est comme ça. Donc, c'est quoi le concept de ces événements Beaucoup d'affaires, de networking, d'insight aussi du marché. Notre métier, c'est de connecter les gens, c'est de faire le pont, de permettre. Alors, on a été les premiers quasiment à mettre sous un même toit les anglophones et les francophones. On avait cette particularité de faire en anglais une conférence sur l'Afrique à Paris. D'accord. Au début, on nous regardait un peu de 100% travers. 100% en anglais. 100% en anglais à l'époque. On nous regardait de travers en disant mais qu'est-ce que vous faites? Je dis bah non. Enfin, si vous voulez que les Nigérians, les Ghanéens adoptent le français, il faut qu'on fasse des affaires avec eux. C'est aussi simple que ça. Convaincre des francophones de parler français, enfin, voilà, ça va pas être possible. Oui, c'est possible, mais bon. Donc des conférences dans la langue des affaires internationales, l'anglais, voilà. Et qui ont donc une vocation large. C'est pas juste une zone géographique, mais c'est de s'adresser à tout le continent, à toutes les problématiques. Nous, on n'est pas implanté sur le continent. Nous, on a dit, mais pourquoi vous faites une conférence sur l'Afrique hors d'Afrique? Oui, ben non, nous on travaille hors d'Afrique. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de permettre à un entrepreneur ghanéen de rencontrer un grand groupe français. Ouais, faire un pont entre les continents. Ouais. Et donc de trouver l'espace logistiquement le plus pratique pour tout le monde. Et c'est Paris. Donc ça, c'est la première partie de votre activité, des conférences qui ont permis d'asseoir votre notoriété, de développer votre réseau, d'approfondir la connaissance sur des thématiques. Et puis, deuxième activité. Alors, c'est l'activité de conseil, c'est l'accompagnement, notamment en stratégie d'innovation. Donc, on a accompagné quelques groupes sur ce sujet-là. Vous pouvez prendre un exemple concret une émission dont vous pouvez parler une émission que j'ai appréciée l'année dernière, c'est pour Africa 50. Africa 50 qui est on va dire le bras financier de l'Union africaine. Ils sont basés au Maroc. Et donc, ils travaillent surtout sur les infrastructures. Ils se sont dit, il faut qu'on redescende un peu sur l'innovation, la start-up. Et donc, on a travaillé avec eux pour faire la curation, le sourcing de start-up qui travaillent spécifiquement sur la connectivité. Parce que sans connectivité, vous n'avez pas de agritech, fintech, tout ça, on oublie tout le reste. Donc on commence par ça, qui est très lié à l'infrastructure. Donc on a fait ça. Vous avez fait une sélection de startups spécialisées dans ce secteur pour les aider à investir éventuellement sur des candidats. Voilà, ils ont investi sur au moins un candidat au Kenya, et puis il y a d'autres dossiers qui sont en cours. Et surtout, les solutions qui ont émergé au bout de cette on a gardé 3, vont faire l'objet d'un pilote au Rwanda. Donc le Rwanda va être un pays pilote pour les solutions qui vont être mises en place. Alors comme c'est porté par l'Union africaine derrière, il y a quand même beaucoup de choses. L'idée c'est on teste, on voit ce qui fonctionne, on étend. D'accord. Donc je ne sais pas si on a vu les images, mais on va les regarder ensemble et puis je vais vous laisser les commenter, ces images de ces événements. Alors, édition Afrobytes qui a eu lieu au MEDEF, celle-ci, donc ça a permis à nos invités C'est la vue depuis les terrasses du MEDEF. Exactement, superbe vue. Donc on avait des gens qui venaient du Kenya, du Nigeria, d'Afrique du Sud, des Français, des États-Unis, vraiment le monde entier sur ce sujet-là. Donc un point de convergence entre innovateurs, investisseurs, des startups à succès dans la fintech comme MFS Africa, la Silicon Valley qui est présente aussi et qui se dit pour accéder à l'Afrique, peut-être que passer par Paris c'est pas mal en fait. Des grands groupes comme Facebook.
qui sont très actifs. Et là, j'imagine qu'avec cette crise sanitaire, ces événements ont souffert. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça nous a permis de pivoter. Donc comme beaucoup d'autres, vous êtes passé en full digital. On est passé en full digital cette année parce qu'on n'avait pas le choix. Vraiment, là, c'était pas possible. Là, on va rebasculer sur du digital. On va garder le digital quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, ce qui est pas mal, c'est que notre zone de chalandise devient plus importante. On va garder le physique. Ouais. On va peut-être pas avoir l'ambition de faire le Web Summit à 100 000. C'est peut-être pas passé de mode en plus. Mais on va travailler sur un format physique agréable pour ceux qui sont là et surtout digitalement intéressant. Donc une hybridation entre le physique et le digital. On va donc reprendre en effet les différentes expertises d'Afrobytes. Donc on a vu des événements, du conseil et troisième étage. Alors, le troisième étage, on a mis beaucoup de temps à le développer. C'est d'abord d'acquérir vraiment une connaissance holistique des questions africaines. Aujourd'hui, on va se concentrer, je ne sais pas si on peut appeler ça Startup Studio, plus ou moins, en tout cas, c'est la volonté de créer des entités, en gros. Et là, la première entité que l'on lance, c'est The Colors. Alors, The Colors. Qu'est-ce que c'est ? Alors, The Colors, bon, pour la petite histoire, le nom est inspiré des Supremes, The Marvelettes. Donc, on va faire The Colors. Avec la même ambition que Berry Gordy, quand il a fait la Motarde, on s'est dit, tiens, on veut aussi, nous, sortir des hits dans la cosmétique et la parfumerie. Donc c'est une maison de disques pour le parfum et la cosmétique. Ouais, c'est inspiré, on va dire. Ouais. C'est inspiré, en tout original. Cas, on veut faire des hits avec des DNVB. Alors, Digital Native Vertical Brands, ouais. Ce sont des nouvelles marques qui sont distribuées essentiellement exclusivement sur Internet. Avec un atout spécifique dans le cadre de la cosmétique et la parfumerie, c'est de pouvoir travailler de la ferme jusqu'au magasin, from farm to shop. C'est-à-dire qu'on veut, typiquement, là, on discute avec une jeune femme qui a une marque exceptionnelle, parcours harvardienne, une fille très brillante. Elle fait du tchébé au nord du Tchad. C'est quoi le tchébé ? Alors le tchébé, c'est une graine et en gros, ça vous permet de fortifier vos cheveux, ça lutte contre la chute de cheveux. Ce qui est intéressant, c'est que son produit est naturel, qu'il est cultivé, elle a vraiment monté la filière de A à Z, en allant jusqu'au cultivateur, vous plantez ça et je le récolte et je le transforme et j'en fais un produit avec un packaging exceptionnel, au point que Anna Wintour de Vogue est tombée raide amoureuse de ce produit-là. D'accord. Et donc ça, vous allez l'aider à accélérer le développement de sa société. On va travailler sur comment demain on trouve le nouveau typologie. La marque de Ningli, qui est passée de Made.com à la parfumerie, qui a levé ses 10 millions et qui aujourd'hui a une croissance forte. Donc vous couvrez finalement toute la chaîne de valeur. On commence par des conférences pour avoir de l'information, du network, du conseil et après la mise en pratique quand vous avez repéré des opportunités et accompagner les startups dans certains secteurs. C'est très, très complet. On va maintenant, si vous le voulez bien, Amine, s'intéresser plus à vous en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? C'est le plaisir de la rencontre, donc c'est ça votre moteur ? Oui, le plaisir de la rencontre. Dans ce parcours, notamment par le biais des conférences, vous rencontrez des gens exceptionnels. Enfin, vraiment des gens qui vous enrichissent. Vous rentrez le soir, vous dites, mais qu'est-ce que c'est smart ce qu'ils ont fait ça, Mais alors, ça c'est aussi un danger pour les entrepreneurs qui pourraient nous regarder, ou les apprentis entrepreneurs, ou ceux qui auraient envie finalement de créer une entreprise. On peut se perdre justement à être séduit par la beauté intellectuelle de ces rencontres et autres, et se dire finalement c'est pas fait pour moi, je vais pas y arriver, j'ai pas les moyens. Et comment est-ce qu'on arrive à franchir ce pas et à se dire mais si, quand même, il faut se jeter à l'eau? Écoutez, moi, l'entrepreneuriat, c'est tellement en moi que je ne sais pas faire autre chose. Enfin, vous ne posez même pas la question. Dans ma carrière, j'ai commencé dans le web fin des années 90, 99, 2000. J'ai fait 1 an et demi, début de carrière, chef de projet web. Après, j'ai été freelance. Après, j'ai monté une entreprise. Après, je l'ai vendue. J'ai fait 1 an. J'ai fait ma locking période et j'ai remonté une entreprise. Donc, pour moi, c'est un mode de vie.
C'est un mode de vie, j'insiste sur le terme mode de vie. Alors, ça veut dire quoi derrière? Mode de vie, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord la liberté. Je me lève le matin, si j'ai envie d'aller chercher mon enfant à 16h30 à l'école, je vais le chercher. Je demande la permission à personne. Et ça, c'est un luxe exceptionnel. J'ai envie de me dire demain, tiens, j'ai envie d'aller au Zimbabwe voir tel entrepreneur parce que ce sujet m'intéresse, je veux l'explorer sans prendre de risque, mais je veux avoir la liberté de l'explorer, de me poser la question, de me pencher sérieusement sur la question, je peux le faire. Et donc ça... Et la contrepartie de cette liberté? La contrepartie, il faut que vous soyez prêt à vivre des montagnes russes. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, n'essayez même pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Il y a une phrase de Pierre Gattaz qui m'avait beaucoup marqué. Il disait une fois au MEDEF, on reconnaît un entrepreneur aux cicatrices qu'il a sur le dos. Vous en avez beaucoup, vous, Amine? J'ai pris quelques coups quand même. J'ai pris quelques coups. Alors, vous citez Pierre Gattaz. L'émission s'appelle Business Models parce qu'on aime bien faire référence à des grands ou des petits entrepreneurs qui peuvent vous inspirer au quotidien. Donc lui, j'imagine, fait partie de votre panthéon des entrepreneurs qui vous ont inspiré dans votre parcours? Oui, parce que c'est quelqu'un qui a... Je ne connais pas son métier chez Radial, enfin voilà. Mais moi, ce que je juge, c'est la vista. Il a une vision. Il ne connaissait pas l'Afrique, il a senti l'Afrique. Il n'était pas forcément sur l'innovation, le digital, il a senti ça. Il a, je pense, ce sens de sentir où les tendances vont. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'on va le retrouver chez lui, et vous allez le retrouver chez d'autres acteurs comme un Steve Jobs qui va sentir que voilà, on va passer au personal computer, on va passer au smartphone, on va passer. Enfin, il faut sentir l'air du temps, et c'est ce que j'apprécie chez les entrepreneurs. Il y en a d'autres, à part Pierre Gattaz, qui vous inspirent? Oui, après, il y a des gens qui vont être peut-être moins connus. Mais que j'apprécie. Par exemple, je suis beaucoup en ce moment une jeune femme qui a monté une marque de café entre la Silicon Valley et le Kenya, qui travaille elle beaucoup de plus en plus sur notamment comment utiliser la blockchain pour connecter directement le consommateur au producteur. Et donc, quelque part, disrupter un peu toute cette économie, Max Havelaar, etc. Je n'ai pas besoin de Max Havelaar, je n'ai pas besoin de leur macaron sur le produit. Je veux voir le producteur, je veux lui filer un tips, je le fais directement depuis mon smartphone. Ça tombe sur son wallet directement. Pas d'intermédiaire dans ma relation entre le consommateur et le producteur. Je trouve ça intéressant. Plein d'innovations, en effet, de bonnes idées comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De quoi vous avez envie? Là, j'ai très envie, effectivement, avec The Colors, de montrer que... de faire la démonstration de quelque chose qui, pour moi, est une seconde phase importante au niveau business. J'ai vécu, en fin des années 90, la question de la transformation digitale. Très importante. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ne l'ont pas fait, on n'en parle plus. On y est encore dedans. Et on y est encore. Aujourd'hui, on arrive à une autre étape qui est la transformation, pour moi, multiculturelle. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est une question qui est compliquée. Enfin, je n'entre pas dans l'aspect politique, il ne m'intéresse même pas. Mais c'est de se dire, OK, maintenant, comment on fait pour adresser, par exemple, un marché comme les États-Unis, vous allez avoir 50% de la population qui soit latino, asian ou african-américaine. Bon, à un moment donné, il faut pouvoir culturellement, dans votre marketing, dans votre com, pour pouvoir leur adresser un message qui leur parle. Vous avez ces grandes masses, aujourd'hui, vous avez 85% de la population dans le monde qui vit dans les pays émergents. Je parle de l'Inde, je parle de la Chine, je parle de l'Afrique. Donc, quand vous avez des ambitions internationales en tant qu'entreprise, vous avez intérêt à être transformé multiculturellement et comprendre le monde tel qu'il est. Autrement, c'est très compliqué. Et c'est ça une des missions d'Afrobytes? En tout cas, on veut aider effectivement les entreprises à mieux naviguer à l'international dans les pays émergents et en particulier en Afrique. Merci Amine pour votre témoignage et puis merci à vous.
toute cette énergie que vous nous avez transmise. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models. Et n'oubliez pas, entreprendre, c'est comme marcher un pied après l'autre.